Mario. En direct de Québec ce soir, bienvenue au quiz des amateurs de sport, le quiz question de sport. Bonsoir Pierre. Salut. Bonsoir Mickaël. Salut. Bonsoir Jérôme. Salut Mario. Merci de m'accueillir chez vous les gars, dans la vieille capitale, et merci de Bienvenue. participer au quiz ce soir. Vous allez bien? Ben oui. Très bien. Oui. On va parler de sport, ça peut pas mal En aller. plus de ça, fait que j'ai pas dit trop de choses qui vous ont désarçonné dans C'est la petite parfait. intro musicale. C'est parfait, Mario. Parfait, non? Parfait, pas de grief. Impeccable, surtout pour les vêtements de Michael. Oui, Ah, C'est vrai qu'il Michael, est Je me suis toujours, reconnu. bien mis. C'est pas drôle. Je me suis reconnu. Ben, c'était ça le but. J'aurais pu en écrire beaucoup plus long, évidemment, sur chacun d'entre vous. Il y a de la fébrilité à Québec en fin de semaine. Il y en a à chaque fin de semaine, mais avec, entre autres, la visite des Kings. Et j'ai vu, Mickaël, sur tes comptes de médias sociaux, que tu avais couvert les activités sociales ou socio-communautaires des Kings aujourd'hui, entre deux matchs. Exactement. Puis je suis allé au deck hockey. Je les ai suivis pas mal depuis 2-3 jours. Puis c'est beau ce qui se passe à Québec. Oui. Tu sais, on est au-delà du sport, là. On est dans la société. Moi, je voyais les petits jeunes néo-québécois à regarder Quinton Byfield avec énormément d'admiration. Tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis ce qui s'est passé à la Bouchée Généreuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens joueurs qui des savent Kings pas? pendant 45, puis je dis 45, c'est peut-être 1 heure de temps, qui ont trié des denrées, qui ont charrié des boîtes, qui ont mis la main à la pâte pour structurer toute cette nourriture-là qui est distribuée aux plus démunis de notre société. Locaux, eux autres, là, Oui, Exactement. qui ont besoin d'un coup de main. Un Ouais. déménagement. Puis les gars, ils étaient dans le sous-sol en bas, là, puis il faisait noir en bas, puis les gars, tu sais, c'était dans la bonne humeur. C'était pas juste un photo-op, non plus, Non, là. c'est ça. Tu sais, ouais. des fois, on craint ça un peu, Jérôme, parce que tu sais, on se dit, voyons, c'est-tu là pour les Kodak puis tout ça? Non, les gars, ils ont pris ça au sérieux. C'était vraiment beau de voir ça. Ben, c'est le fun d'entendre, de t'entendre nous le raconter. Pierre, toi aussi, tu as été un témoin privilégié de certaines de ces activités-là. Puis tu t'attendais à ça, d'ailleurs, à ce que les Kings s'impliquent. Oui, puis tu sais, des fois, quand ces situations-là arrivent, ça va être juste, tu sais, les joueurs de 4e trio, puis les réservistes, puis ceux qui vont retourner dans la Ligue américaine la semaine prochaine ou en fin de semaine. Non, les joueurs vedettes, ils étaient tous là aussi, là. Ça fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'ils s'impliquent. Puis que les gens de Québec qui ont des attentes, ben ces attentes-là sont remplies, là, sont comblées. Fait qu'un autre match demain. Hier, on a eu une belle foule au-delà de 17 000. J'écoutais ton émission, Jérôme, ce midi à Trudeau-Landry, même si Jonathan n'est pas là les vendredis. C'était une très bonne émission. Tu as abordé le sujet. Puis, dirais-tu que... Tu sais, le côté motif en toi, tu es un gars quand même proche de tes sentiments. Oui, assez. Y avait-tu un petit côté de dire, tiens-toi, là, regarde, Ouais. on a mis du monde dans le building. On dirait Ouais. comme si le monde en doutait tout le temps. Là. J'étais fier parce que moi, je m'attendais pas à ça. Tu sais, le match contre les Bruins, on regardait ça aller. Je me disais, il va peut-être avoir 14-15 000 avec tu sais, l'hommage à Patrice Bergeron et tout ça. Puis finalement, plus de 17 000 spectateurs. Puis j'ai comme le feeling, Mario, j'aime ça me dire que ce week-end, depuis hier, Québec est une ville de la Ligue nationale de hockey. Avec des équipes qui sont là, avec un amphithéâtre presque plein, avec une espèce d'ambiance vraiment le fun à Québec. Jusqu'à samedi, on est une vraie ville de la LNH, Québec, Mario. Le temps que ça dure, on en profite. Le temps que ça dure, Oui. exact. Puis ça coûte exact. moins cher qu'à temps plein. Oui, c'est ça. Puis c'est un succès. Même s'il y a un prêt à tout, comme on en a tant parlé. Tu sais, malgré ce qu'on a dit, Mario, là, les critiques et tout ça, c'est un succès sur Vraiment. toute la ligne à date. L'avenue des Kings, contrairement à ce que bien des gens pensaient, c'est un succès. C'est 10 sur 10, le passage des Kings. Tu sais, si tu te mets là dans la tête d'un athlète, je vais essayer de faire un drôle de parallèle, mais quand ils disent le noise, le bruit, là, on veut être loin du bruit, tu sais, puis avoir une vision un peu de tunnel pour avoir un bouclier contre toute critique pour mieux performer. Mais c'est un peu ça que ça... Vous comprenez le parallèle? Oui. Tu sais qu'à un moment donné, quand tu as une idée en tête, tu penses que ça va marcher, il faut que tu fasses fi du bruit. On n'aime pas toujours l'entendre parce que des fois, peut-être qu'on a l'impression d'être pointé du doigt comme des gens étant des contributeurs au bruit de par le fait qu'on est des médias. Mickaël, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bien, je suis d'accord avec cette interprétation-là. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu dans les yeux des joueurs des Kings hier soir et des Browns. Oui. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de la soirée en tant que telle qu'ils ont vécu hier soir. Puis c'était pas fauné. Tu le vois quand c'est sincère et tout ça. Le sourire était évocateur. Il était après le impressionné match. de voir un amphithéâtre plein. Plein, avec de l'ambiance, avec de la passion. Tu sais, le début du match a été un petit peu tranquille, Ouais, la mais première un coup période, on a c'était eu quelque chose à se mettre sous la dent. Le fun a pogné dans la cabane. Puis le centre Vidéotron, moi, je vais souvent, là, il était différent hier soir. Il était pas pareil. Il y avait quelque chose qui vibrait au-delà, qui était presque rempli.
Il y avait une âme hier soir dans le centre Vidéotron. Moi, honnêtement, là, je trouve que pour Québec, il y a énormément de fierté d'aller chercher dans ces événements-là. Puis c'était le fun hier de voir la bonne humeur dans le visage des gens. Il y en a plein des raisons d'être triste puis d'être déçu. Ouais. Puis la vie n'est pas facile et tout ça. Hier soir, le monde avait l'air d'avoir du plaisir. Des jeunes, avec leurs parents qui étaient là, qui ne voient pas souvent ou qui n'avaient peut-être jamais vu de match de la Ligue nationale de hockey. C'est le fun de voir ça. Oui, puis c'est de plus en plus souvent dans toutes les villes aussi. Et Montréal aussi, c'est ça. C'est pas tous des partisans qui sont là à tous les matchs. C'est une sortie que tu fais une fois, des fois dans ta vie. Tant mieux si tu as les moyens de t'appayer toutes les années, puis 2 fois par année, puis 5 fois par année. Mais il y en a, c'est une fois 5 ans. Puis c'est pas grave, ça t'empêche pas de suivre par la radio, par la télé, un paquet de trucs. C'est ça. Les billets étaient à prix abordable. Ça permettait à tout le monde d'y accéder, d'avoir accès à ce match-là. Vez, tu as décrit plusieurs matchs des Alouettes cette année pendant que Jean Saint-Onge, puis tu les as décrits dans le passé également. Tu es revenu en renfort cette année pour remplacer Jean qui était aux Olympiques, aux Paralympiques. As-tu le sentiment, les Alouettes sont en congé ce week-end, que les Alouettes ont tout ce qu'il faut pour retourner chercher le gros trophée, ou tu as des points d'interrogation? J'ai des points d'interrogation sur l'attaque, j'ai des points d'interrogation sur la défense contre la course. Il y a des choses... l'arrivée de Ukwak, c'est ça, Ukwak, qui devrait solidifier la ligne défensive. Mais le jeu au sol en attaque il est très douteux parce que... La défense contre le jeu au sol, mais les deux, j'allais dire, les deux bords, c'est pas la force des Alouettes. L'attaque avec le jeu au sol parce que... on le dit souvent, c'est le jeu au sol qui va installer ton jeu aérien. Ça prend un équilibre, mais quand tu réussis à aller chercher juste 2-3 verges sur son premier jeu au sol, tu deviens prévisible sur le deuxième jeu. On s'entend, là? C'est sûr, ça va vite au football canadien. Mais j'ai confiance que les choses vont se replacer. Il reste encore 3 matchs. Là. On était moins confiants que ça à pareille date l'an passé. On s'entend là-dessus. Fait que c'est fou, hein? Là, ils ont gagné plein de matchs cette année pour trouver une moyenne. On aime ça s'inquiéter comme partisans de sport. Le jeu des attentes. Oui, c'est comme ça que les équipes sont obligées de s'améliorer aussi. Exactement. Parce que le public qui a des attentes, il faut que tu remplisses ces attentes-là. Les gars, vous êtes prêts pour le quiz? Et là, vos épreuves, vos connaissances sur l'histoire du sport à Québec seront mises à l'épreuve. Pas tout le sport, mais j'espère que, en tout cas, les questions sont justes. C'est parti, Jean-Sébastien qui est à la régie à Montréal. On est prêt pour la première question du quiz spécial Québec. Alors... j'ai oublié de dire les règlements, les gars. Votre identifiant sonore. Excuse-moi, j'ai parti la petite trame sonore trop vite. J'étais trop emballé, trop enthousiaste. Vos identifiants sonores, messieurs, question qu'on reconnaisse qui sonne la cloche. Pierre Vézina, voilà. Michael Lalancette. Ça, c'est le pire, je pense. Il va falloir que tu te battes avec. Je peux te changer. Écoute, si tu peux prendre les deux, si tu veux. Ouais, un petit cochon. Ah oui, et Jérôme Landry. C'est ça, ouais. D'accord. Alors, vous devez écouter tous les choix de réponse. Si vous répondez avant le choix de réponse, vous êtes pénalisé d'un point. Okay. Et il y aura un tour individuel où vous pourrez, à coup de 3 points la réponse, peut-être regrimper au classement en espérant que celui qui mène à ce moment-là, j'y trouve une question très difficile puis qui plafonne là. Mais c'est pas arrangé avec le gars des vues, je vous le dis. D'accord. Là, c'est le vrai départ. JS, let's go. Une équipe de Québec a déjà remporté la Coupe Stanley, à non pas une, mais 2 reprises au début du siècle dernier. Les Bulldogs ont en effet remporté 2 fois la Coupe en 1912 et 1913, avant même la création de la Ligue nationale de hockey en 1917. Combien de saisons cette équipe a-t-elle évolué dans la LNH et donc après 1917? A. Aucune. B. 1. C. 3. Ou D. 4. Oh, les gars savent tous la réponse. Le premier son que j'ai entendu, est-ce que c'est la cloche de Pierre Vézina? Je suis pas sûr. OK. On va donner le droit de réponse à Pierre. Vous m'excuserez si j'ai mal interprété. Les vétérans. Pierre. Moi, je dis aucune. Aucune, c'est une mauvaise réponse. Droit de réplique, Michael. La réponse, c'est 3. C'est une mauvaise réponse. Une. Un point pour Jérôme, mais tu sais qu'il y a une tradition qui est en train de se développer dans la jeune histoire du quiz, c'est qu'il y a les Steve Shots du quiz. Ceux qui ramassent les retours dans l'enclave après quelques mauvaises réponses. Kevin. Oui, bien effectivement, la bonne réponse était une. Faute de moyens, l'équipe de Québec n'avait pas été en mesure de se joindre à la Ligue nationale dès 1917. Et c'était donc qu'à la 3e saison d'existence du circuit, soit pour 1919-1920, que Québec fait son entrée. Et bien que les gens appelaient encore l'équipe les Bulldogs, le nom légal de la formation était le Club de hockey de Québec, club qui a fermé boutique à l'issue de sa seule année dans la LNH.
Autre question. Après une année de 4 victoires seulement et aux prises avec des problèmes financiers, le club de hockey de Québec est relocalisé en novembre 1920. Dans quelle ville? Choix de réponse. A. New York. B. Ottawa. C. Hamilton. Et D. Chicago. C'est simultané, là, je vais y aller avec Jérôme. C'était ce égal, coup-là. vraiment. Ouais. C'est Hamilton. C'est une bonne réponse. Oui, le 20 novembre 1920, la franchise est relocalisée à Hamilton et devient les Tigers. La concession déménage à nouveau 5 ans plus tard pour devenir les Americans de New York et la première équipe new-yorkaise de la LNH, une année avant les Rangers. Ils jouent leur match au Madison Square Garden jusqu'à leur dernière année en 1942, dernière année où ils évoluent sous le nom des Americans de Brooklyn. Wow. Revenu dans la Ligue nationale de hockey sous le nom des Nordiques après la fusion avec l'Association mondiale de hockey, qui a été le meilleur marqueur des Nordiques à leur toute première année dans la Ligue nationale? A. Michel Goulet. B. Marc Tardif. C. Réal Bodé-Cloutier. Ou D. Jacques Richard. Je vais aller avec Michael. Dans une triple égalité, j'y vais en alternance. Je vais y aller avec Réal Cloutier. C'est une bonne réponse. Oui, bonne Bravo. réponse, ayant déjà terminé 2 fois meilleur marqueur des Nordiques dans la MH, dont lors de leur dernière saison dans ce circuit avec 75 buts, 129 points en 77 matchs. Eh bien, imaginez-vous, Réal Cloutier a inscrit 42 buts, 47 passes pour 89 points à la première année des Nordiques dans la LNH. Il a devancé ici Marc Tardy à 68 points. En 1976-77, les Nordiques remportent leur premier et seul championnat des séries de l'AMH, la Coupe AVCO, ayant le déçu en finale sur les Jets de Winnipeg. Qui avait été choisi le meilleur joueur des séries pour les Nordiques, avec une performance de 14 buts et 22 passes en 17 parties? A. Serge Bernier. B. Marc Tardif. C. Réal Cloutier. Ou D. Christian Bordelot. Oh, Jérôme, hésitation et Jérôme se prononce. Marc Tardif? C'est une mauvaise Oh. réponse. Droit de réplique, Michael ou Pierre? On Il y a va de l'incertitude dans l'air. Je vois les gens essayer de réfléchir. Oh, Pierre, c'est Je vais réussi. essayer Serge Bernier. C'est une bonne réponse. Oui, 5e choix total des Flyers de Philadelphie. Serge Bernier a d'abord joué pour les Flyers et les Kings de LA de la LNH avant de se joindre aux Nordiques de l'AMH, auteur de 566 points en 417 matchs dans la Ligue mondiale. Bernier avait été choisi le joueur par excellence des séries en 1977. Il a joué 78 matchs seulement lors des 2 premières saisons plutôt, des Nordiques dans la LNH. Quelqu'un a vu des matchs des Nordiques dans la MH ici oui, autour de souvent. cette table? Pierre, toi, oui. Oui. En reprise. Sur YouTube. Non, ben moi, c'est pas probablement parce que je suis le plus vieux de la gang ici, là, mais un ami de mes parents faisait partie du groupe d'actionnaires des Nordiques. Alors, à l'occasion, on avait des billets pour aller voir les Nordiques. C'était pas comme aujourd'hui les propriétaires milliardaires. Là. Non, pas C'était tellement, ça. non. Puis Rénal Leclerc, qui était un des premiers joueurs embauchés par les Nordiques en 72, qui était un gars de Vanier, de Ville-Vanier, ici à Québec, sa mère était notre gardienne, notre femme de ménage le jeudi, oui. puis notre gardienne. Ah, oui. Ça fait qu'on avait un attachement particulier pour l'équipe. Mais j'imagine, c'est drôle parce que moi, c'est une façon un peu étrange dont les Nordiques sont entrés dans ma vie parce que les dimanches, on allait chez les grands-parents du côté paternel. Personne s'intéressait au hockey dans la famille. Mais je sais pas si la fibre nationaliste ou quoi que ce soit qui faisait en sorte que les matchs étaient diffusés le dimanche soir. Et à mon grand étonnement, il y avait du hockey dont je connaissais pas les joueurs qui jouaient à la télé le dimanche soir. Moi, j'étais habitué de regarder le Canadien le samedi. Puis il y avait des matchs de l'AMH le dimanche. Et c'est comme ça que tranquillement, j'ai découvert, je me suis rendu familier avec les noms des Nordiques, comme quoi la télédiffusion des matchs, c'est important pour rejoindre un public. Quand tout s'en va sur les plateformes, CF Montréal, on a des matchs sur Apple TV, on les a pas à la télé. Tu sais, tu te coupes d'un certain public. Tu sais jamais par où tu vas connecter C'était-tu Jacques avec un Moreau? public. Est-ce que c'était Jacques Moreau qui était descripteur à l'époque à TV? Écoute, Il me semble d'avoir ouais, déjà il entendu était- ça. Il Oui. n'y avait pas de Il a Denis été- Caron aussi. Denis Caron, Denis oui. Caron, effectivement. Dans la Ligue nationale. Oui, oui. Pointage après le premier bloc de questions. Alors, après Encore 4 tout jeune. questions, Vez et Michael, égalité à une bonne réponse. Et Jérôme mène le bal avec 2 bonnes réponses. C'est Oh, serré, il est c'est fidèle serré. à sa réputation. On revient C'est dans un serré. instant pour la suite au quiz Question de sport. Alors, beaucoup d'actualités comme c'est le cas toutes les semaines dans le monde du sport. Nous reprenons avec nos participants au quiz ce soir. Pierre Vézina, Michael Lalancette, de même que Jérôme Landry. Le Utah Hockey Club, un peu comme le club de hockey des Nordiques dans le temps. Hein? C'était les appellations traditionnelles ou au soccer encore aujourd'hui. Donc, l'équipe du Utah a nommé aujourd'hui le premier capitaine de la franchise. De qui s'agit-il? A. Lawson Krause. B. Mikhail Sergachev. C. Nick Schmaltz. Ou D. Clayton Keller. Vez. Clayton Keller. C'est une bonne réponse.
Oui, Clayton Keller sera à la tête du groupe de leadership de l'Utah pour l'entrée dans la LNH de l'équipe. À moins d'une semaine du premier match de la saison régulière, eh bien, l'équipe a confirmé la nouvelle aujourd'hui. Keller en est à sa 9e saison dans l'organisation, lui qui avait été repêché par les Coyotes en Arizona. Les Coyotes n'avaient pas de capitaine la saison dernière à leur dernière campagne en Arizona. Qui a été le dernier à avoir eu cet honneur à porter le C sur le chandail des Coyotes? A. Andrew Ladd, B. Shane Doan, C. Oliver Ekman-Larsson ou D. Jacob Chikrum? Hésitation. Qui va se prononcer? Oh, Michael Lalancette. Ladd. C'est une mauvaise réponse. Pierre et Jérôme, est-ce que vous passez votre tour ou vous vous risquez? Alors, Jérôme? Je vais y aller avec Oliver Ekman-Larsson. C'est un autre retour saisi dans l'enclave pour une bonne réponse. Chanceux là-dessus. Oui. Très bonne réponse, effectivement. On avait Matty Hagman avec les Nordiques qui faisait ça. Ah oui? Oui. Ben, Dans les matchs, là. Dave Andrechuk aussi, il me semble. Il était souvent dans le slot ramassé, évident. Oui, t'as pas pris là-dedans. Oui. Il était dur à tasser, m'a dit. C'était une pièce d'homme. C'est pas la formation qu'on suit le plus, mais quand même, les Coyotes ont passé les 3 dernières années sans capitaine. Le dernier à l'avoir été nul autre que, comme Jérôme le disait, Oliver Ekman-Larsson en 2020-2021. Il a donc été capitaine pendant 3 ans, de 2018 à 2021. Mais avant lui, souvenons-nous du visage de la Française, Shane Doan, qui a été capitaine durant 13 saisons de 2003 à 2017. La légende du baseball, Pete Rose, est décédé à l'âge de 83 ans cette semaine. Le roi des coups sûrs est mort donc à son domicile de Las Vegas. Combien de coups sûrs a-t-il frappé dans sa carrière? A, plus de 1500, B, plus de 4000, C, plus de 4500 ou D, plus de 5000. Oh, Jérôme Landry. Plus de 4000. C'est une autre bonne réponse. Et là, ce n'est pas un retour de lancer. Oh que non, ben il a totalisé. C'est un coup sûr, en fait, de Jérôme là-dessus. Un impressionnant record de 4256 coups sûrs au cours de sa carrière de 24 saisons avec les Reds, les Phillies et les Expos. Il a aussi participé à 17 parties des étoiles et remporté la Série mondiale à 3 reprises. Et il devrait être au Hall of Fame, à mon avis. Oui. Ben, écoute, ça, c'est un gros débat. Je pense pas que ça va arriver. Écoute, Pense s'ils l'ont pas. pas fait Non. de son vivant, tu Non. penses qu'ils Non. vont être plus Je pense sympathiques pas, à sa cause non. une fois décédé? C'est un pari J'en que tu prends, doute. peut-être. J'en doute. Est-ce que tu gages tous tes points? Je gage pour mon équipe. Tu connaissais Pete Rose, s'il a gagé, ça me surprendrait qu'il ait gagé contre son équipe. Mais la légende, c'est plus que la légende. Mais Pete a joué pas tout à fait une saison complète avec les Expos de Montréal. Et devinez quel était l'un de ses endroits préférés où il aimait bien se tenir. En 84? L'hippodrome Blue Bonnet. Ah oui, J'avais peur. Il aimait beaucoup les chevaux. OK. Prochaine question. Au hockey, un gars de la région d'ici, Samuel Blais, a été libéré par une des équipes de la LNH lundi après-midi qui lui avait permis de participer au camp avec un essai professionnel en poche. De quelle équipe parle-t-on? A, les Blues de Saint-Louis, B, les Rangers de New York, C, les Flames de Calgary ou D, les Canucks de Vancouver? Pierre. Les Canucks. Bonne réponse. Oui, le natif de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, a disputé 4 matchs préparatoires avec les Canucks de Vancouver, distribuant plus d'une dizaine de mises en échec. Il n'a toutefois récolté, rappelons-le, l'année dernière, que 7 points en 53 matchs avec les Blues de Saint-Louis. Son deuxième séjour là-bas. On dit qu'il pourrait aussi commencer la prochaine saison avec les Canucks d'Abbotsford dans la Ligue américaine, le club école des Canucks. Enchaînons tout de suite avec une autre question de hockey. Les Bruins de Boston ont annoncé avoir réclamé le gardien des Canucks de Vancouver, Iri Patera, au ballottage. Dans quelle organisation le gardien faisait-il partie ou de quelle organisation faisait-il partie l'an passé? A, des Canucks de Vancouver, B, les Golden Knights de Vegas, C, les Sharks de San Jose ou D, les Ducks d'Anaheim? Hésitation de nos 3 candidats, de fort calibre pourtant depuis le début du quiz. Oh, Vels Pas qui ça se l'effort, prononce. je suis pas sûr. Je pense que c'est les Canucks. Moi aussi, je pensais que c'était les Canucks. Ah C'est ouais? une mauvaise réponse. J'aurais répondu des Canucks. OK. Mauvaise réponse. Droit de réplique, les gars, Michael. Oh, Jérôme. Vegas? C'est un autre bon retour de lancer. Retour ramassé. Très bien vu de la part de Jérôme. Donc, Patera, 25 ans, a disputé 25 matchs avec les Sylvan Knights d'Anderson, qui est le club école des Golden Knights, donc faisait partie de l'organisation de Vegas l'année dernière. Et ce qui était une colle dans cette question-là, c'est que Patera a signé un contrat cet été avec les Canucks, un contrat de 2 ans, 2 volets. C'est ça. Il a disputé quelques matchs hors concours et donc s'est fait réclamer au ballottage par les Bruins, qui, je le rappelle, n'ont pas encore d'entente avec leur gardien de but, Jeremy Swayman. On a hâte qu'ils reviennent. Juste avant d'aller plus loin, Michael, tu nous proposes un autre ouvrage. J'en faisais allusion dans la chanson d'introduction. Donc, Le magicien de la ligne bleue, Jean-Claude Tremblay. Tu nous as proposé un livre auparavant sur Georges Vézina. Donc, clairement, là, les personnages qui ont marqué l'histoire
t'intéresse et d'où vient cet intérêt et pourquoi Jean-Claude Tremblay? L'amour de l'histoire tout court. Puis je pense qu'on oublie, je trouve tellement qu'on oublie vite. On est dans l'instant présent où on se projette dans le futur. Puis dans 1 an, dans 2 ans, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Puis je trouvais que c'était un des acteurs de l'histoire du hockey qui avait passé sous le radar. Je voulais lui redonner de la lumière. Puis en même temps, j'avais un petit attachement avec lui parce qu'on est natifs de la même place. Mon grand-père a joué son hockey junior avec lui dans le hockey junior dans les années 50. Puis mon grand-père était important pour moi. Puis je me suis dit, ça serait fabuleux de faire un projet puis de le remettre du vivant de mon grand-père. Puis parce que j'ai entendu parler de Jean-Claude Tremblay toute mon enfance. J'ai appris à patiner au centre Jean-Claude Tremblay. Un autre qui devrait être au temple de la renommée, Jean-Claude Tremblay. Vraiment. Oui. Vraiment. Mais c'est intéressant, chaque personne est différente. Qu'est-ce qui déclenche l'envie de se lancer dans un projet? Et en peu de mots, tu résumes bien quand même toutes les raisons je saisis mieux encore. Puis est-ce que, en plongeant dans l'aventure, tu t'es surpris toi-même à découvrir, comment je te dirais ça, pas à découvrir, mais je veux dire, tu as vécu quelque chose, ça a-tu été au-delà de tes attentes comme découverte du personnage, finalement? Oui, parce que j'ai réalisé que c'est vraiment été un personnage marquant. Tu sais, des joueurs qui ont joué pour les Nordiques et les Canadiens, il n'y en a pas des tonnes. Lui, il était un bon joueur. C'est celui qui a tourné le dos aux Canadiens en 1972, qui donne une crédibilité aux Nordiques. Puis tout le monde que j'ai consulté dans ce projet-là me disait la même chose. S'il n'avait pas pris cette décision-là, peut-être que les Nordiques ne se seraient jamais rendus jusqu'à 79, puis il n'aurait pas été là lors de la fusion entre l'AMH et la Ligue nationale. Puis pour nous, à Québec, on a eu 25 ans de hockey professionnel. Il y a eu un rôle important là-dedans à jouer. Puis je trouvais qu'il avait passé aussi sous silence un petit peu dans ces années avec le Canadien. Alors, je me suis lié une espèce de lien avec mon sujet, puis très, très heureux de redonner de la lumière à Jean-Claude Tremblay. Bien fait. Merci de nous donner un peu de détails sur l'origine, finalement, de l'intérêt d'écrire l'histoire. Puis Jean-Claude Tremblay, c'est un nom dont on entend parler tellement souvent. Pour ceux qui l'ont vécu, tu l'as vu jouer. Tu les as tous vus. Oui, je l'ai vu jouer. Tu vois Red Joliette, non? Je l'ai vu quand il y a eu des retrouvailles au Forum. Oui, il avait tombé. Il avait tombé. Sa casquette. Oui. Ah oui, il avait tombé. On serait tous allés sur la glace pour l'aider à se relever. Pointage, Kevin. Oui, ça a été... Mickaël, en fait, n'a pas fait de points dans cette manche. Malheureusement, il est toujours à une bonne réponse. Vez suit de près à 3 et le meneur est toujours Jérôme avec 5 bonnes réponses. Après la pause, le segment « Qui a dit ?» À tout de suite. Qui a dit ça? Alors, quelques extraits que vous entendrez au cours des prochaines minutes au segment « Qui a dit ça ?» Commençons par la question suivante. Un entraîneur de la Ligue nationale de hockey a parlé du jeu physique qui sera présent cette année dans la division Atlantique. Quel entraîneur a dit ça cette semaine aux amateurs de sport? On va brasser la cabane aussi. Craig Berube des Leafs. Je pense que quelqu'un a un avantage sur cette question-là. Je vais m'abstenir. Parce qu'il était pas loin de moi quand j'ai fait l'entrevue. B, Paul Maurice des Panthers. C, Travis Green des Sénateurs ou D, Jim Montgomery des Bruins. Égalité de signal. On va donner la parole à Mickaël. Jim Montgomery. C'est une bonne réponse. C'était mieux de l'avoir. Très excité avec l'arrivée de Zadorov, puis Lindholm, puis il y a plusieurs d'autres joueurs qui vont jouer sur le 3e et 4e trio, puis ils sont grands, puis ils vont nous donner la puissance dans les éliminatoires. Puis nous autres, on va brasser la cabane aussi. Ouais. Il est très sympathique, Jim Montgomery. J'ai bien aimé ma rencontre avec lui. C'est la première fois que je le voyais en face. Est-ce qu'il n'a pas dit que les Canadiens allaient beaucoup s'améliorer aussi? Il a dit que de toutes les équipes qui ne sont pas des équipes qui ont participé aux séries l'an passé, dont Détroit, Buffalo, Ottawa, Montréal, il pense que Montréal sera l'équipe la plus améliorée. Ouais. Puis il s'ennuie des hot dogs du Colisée. Aussi. Oui, il était de passage à Québec. On l'a vu hier pour ce qu'on appelle un fly-in, fly-out des Bruins, quelques heures seulement à Québec. Il a abordé l'ajout de joueurs physiques comme le défenseur Zadorov, qui était avec les Canucks la saison dernière. Les Bruins comptent bien compétitionner physiquement avec les Panthers cette année, selon Montgomery. Qui a dit ça? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, les boys, cet été, mais je pense qu'ils ont hâte que la saison commence. A, Stéphane White, tout le monde est prêt à agiter son identifiant sonore. B, Martin Saint-Louis. C, Danny Dubé. Ou D, Pascal Vincent. Je pense que c'est Jérôme. Martin Saint-Louis. C'est une bonne réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, les boys, cet été. Je pense qu'ils ont hâte que ça commence, peut-être, là. Oui, assez efficace. Martin Saint-Louis répondait aux questions des journalistes quant au match préparatoire. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les derniers jours, assez robuste. Oui, on a vu ça. Directement, sénateur canadien, Arbor Jacquet, Ridley Craig, bref, pas besoin de faire un dessin, mais ça a brassé pas mal dans les derniers jours. Question suivante.
À propos de l'ambiance qui régnait dans l'équipe quand il est arrivé là en 2023 avec les Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield a dit dans un podcast que l'organisation lui avait dit de ramener la joie de jouer au football avec ses coéquipiers qui ne semblaient plus avoir de plaisir dans les moments qui avaient précédé. Une personnalité connue a répliqué à cet énoncé de Baker Mayfield, et je le cite, « J'avais l'état d'esprit d'un champion que j'amenais au travail tous les jours. Ce n'était pas une garderie. Si je voulais m'amuser, j'irais à Disneyland avec mes enfants. » Qui a tenu ces propos? A. Mark Sanchez, B. Greg Olsen, C. Terry Bradshaw ou D. Tom Brady? Jérôme. C'est nul autre que le GOAT, Tom Brady. Well, I was going to say, I thought stressful was not having Super Bowl rings. So there was a mindset of a champion that I took to work every day. This wasn't daycare. If I wanted to have fun, I was going to go to Disneyland with my kids. Ouais, le septuple champion du Super Bowl a répondu assez sévèrement aux carrières des Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield, lors de la diffusion du match de dimanche entre les Bucs et les Eagles de Philadelphie, après une remarque de son partenaire de diffusion, Kevin Burkhardt, selon laquelle l'enthousiasme de la compétition était toujours là. Brady a déclaré « Toujours là? Aucune excuse, même. » Oui, parce que, tu sais, Mayfield et Bill Belichick a été amené à commenter ça par après, puis je pense pas que personne voulait être méchant avec l'autre, mais c'est sûr que là, t'es live à Fox, puis ton descripteur t'amène sur le sujet. Puis en passant, j'avais de grandes attentes pour Tom Brady comme analyste à Fox, puis je dois dire que, honnêtement, il est pas... cheville, ça serait un peu dur, mais il est pas au genou de Tony Romo. Non, puis de Greg Olsen qui était là avant. De Greg Olsen également. Le premier match de Brady était difficile, mais Greg Olsen était encore devant Brady et de loin. Je l'ai entendu dimanche. Il y avait des blancs épouvantables. Ben oui, mais ce qu'il y a de particulier, Mario, c'est que Tom Brady et Rob Gronkowski, quand ils ont quitté les Patriots, ils ont reproché un peu la même chose à Bill Belichick en disant que c'était stressant, c'était pas le fun, il y avait moins de fun. Je pense que Tom réalise peut-être aujourd'hui que finalement Bill a beaucoup aidé aussi. C'était dans les deux sens, cette affaire-là, tu sais. Ben, gagner, c'est ça. Lui, il dit, moi, le stress, ça serait de pas avoir de bague de Super Bowl. C'est pas d'avoir du fun. OK, on enchaîne avec la prochaine question. Qui a dit ça en parlant d'une poutine? Il faut la bonne sauce, le bon fromage, les frites et le tout cuit parfaitement. A. Luc Robitaille. B. Philippe Dano. C. Samuel Montembeault. D. David Savard. Oh, là, il y a eu une réponse prématurée. Ouais, prématurée. Est-ce qu'on est sévère ou on lui donne pareil? C'est un point en moins, malheureusement. Oh, Michael! Écoute, faut vivre dangereusement des fois. C'est la pas du gain. T'as été trop enthousiaste. Mais la beauté, c'est qu'on sait que tu connais la réponse. On le sait que tu connais la réponse. Point, mais on sait que tu le sais. Vez. C'est Philippe Dano. C'est une bonne réponse. C'est sûr, la poutine va être là après la deuxième game dans la chambre. C'est sûr. Pas le choix. Il faut la bonne sauce, le bon fromage, les frites, pas trop cuit. Parfaitement. Meilleur à Québec ou à Montréal? Victoriaville? Bonne réponse. Bon politicien. Ouais. Philippe Dano est fort enchanté de sa présence à Québec. Qui dit Québec dit aussi Poutine. Ben, le Victoriavillois, on a profité un peu pour vanter la poutine de Victoriaville. Je suis arrivé à Montréal en 97, fait que je dirais en 95 à peu près. Je faisais des reportages, j'étais basé à Sherbrooke pour Radio-Canada affilié. On n'était pas Radio-Canada comme tel, mais Cogeco Radio-Canada Sherbrooke. Puis l'été, j'avais une émission estivale. Puis j'allais au ce qu'on appelle maintenant le Mondial des cultures à Drummondville. Autrefois, le Festival du folklore. Et me vient l'idée de m'amener avec des gens du Pérou, de Bolivie, de je sais plus trop, des pays de l'Est, de faire une dégustation de poutine et filmer. Mais moi, l'image que je me souviens, c'est le visage de ces gens-là avec une boule de boîte dans la bouche pour la première fois. Tu sais, quand tu te demandes exactement, tu sais, quand tu n'y as jamais goûté. Ah non, ça fait... La plupart avaient aimé ça, mais l'expression du visage, au-delà des mots, parce qu'on se comprenait pas dans la même langue. Question suivante. Qui a dit ça? Je veux pas entrer dans les détails de ces demandes, mais je sais que j'ai 64 millions de raisons pour lesquelles je jouerais en ce moment. A. Don Sweeney. B. Jim Montgomery. C. Cam Neely. Et D. Lewis Gross. Oh, c'est Vez. Cam Neely. C'est une bonne réponse. Since you say you're a surprise, Cam, can you share any of the specifics here, be it what his ask is in terms of dollars or term? Well, I don't want to get into the weeds with what his ask is, but I know that I have 64 million reasons why I'd be playing right now. Président des Browns de Boston, Cam Neely, qui a commenté la situation contractuelle de Jeremy Swayman en début de semaine lundi en faisant apparemment référence à l'offre de l'équipe au gardien de but qui est joueur autonome avec compensation, a dit Neely en faisant visiblement référence à une offre de 64 millions de dollars qui a été démentie plus tard dans la semaine par l'agent de Swayman, Lewis Gross.
Hier, 3 octobre, marquait la date du dernier match des Expos de Montréal qui ont maintenant quitté la métropole là, depuis 20 ans déjà, 30 ans pour les Nordiques en mai bientôt. En parlant du départ des Expos, qui a dit ça? Je ne sais pas si j'ai encore digéré ça. A. Aux amateurs de sport cette semaine, puis-je préciser. A. Alex Agostino. B. Denis Boucher. C. Roger Brulotte. Et D. Claude Raymond. Vez. Claude Raymond. Bonne réponse. Je ne sais pas Je pense si qu'ils l'ont tous dit. j'ai encore digéré ça parce que quand on y pense, ils ont vendu ça, les expos, pour quoi, 200 millions ou 300 millions, je me souviens pas, là. Puis là, ça vaut 1 milliard, 2 milliards, là. Tu sais, moi, je comprends pas là, que ça soit parti de Montréal, puis un coup que ça part, ben, c'est très difficile à revenir. Oui, le légendaire Claude Raymond qui a commenté cette semaine ce douloureux souvenir au micro des amateurs de sport et de votre humble serviteur Mario Langlois. Il a affirmé que si le dernier match à Montréal est celui dont tout le monde se souvient, ben il en restait quand même 3 autres à l'étranger, à New York. Et Raymond n'était pas sûr d'y aller, mais finalement, il l'a fait jusqu'à la fin. Qui a dit ça? En parlant de Martin Saint-Louis, qui s'occupera de l'avantage numérique du Canadien cette année, cette personne a dit « Quand je vois Martin s'occuper de ça, c'est beaucoup de travail. Peut-être qu'il va avoir plus de cheveux gris à la fin de l'année. A. Alex Burrows. B. Simon Gagné. C. Antoine Roussel. Ou D. Philippe Boucher. » Oh, Michael Lalancette. Simon Gagné. C'est une bonne réponse. C'est ça qu'on fonctionne, puis qu'on a fonctionné aussi lorsque je coachais, qu'on fonctionne encore. Fait que, quand je vois Martin s'occuper de ça, ça va être beaucoup de travail. Peut-être qu'il va y avoir plus de cheveux gris à la fin de l'année, par exemple. Le DG des Remparts de Québec a affirmé que la tâche sera assez colossale cette année pour Martin Saint-Louis. Il a même affirmé que les Remparts avaient 2 entraîneurs pour s'occuper des 2 unités d'avantage numérique. Je vous le rappelle, l'entrevue complète vous sera diffusée ce soir aux amateurs de sport dès 22h. Petit plug dans le quiz. On n'est pas pire, hein? Tu as dit qu'on a de la convergence à l'interne du show. Mais pour vrai, là, je suis bien candide en vous disant ça. Saviez-vous ça? Moi, je ne savais pas, dans le junior, qu'il y avait 2 entraîneurs pour chaque unité de powerplay. Pour toutes les équipes ou juste les remparts? Je ne sais pas si c'est juste les remparts. Probablement des remparts. Juste les remparts, mais ils prennent ça au sérieux parce que dans le junior particulièrement, dans le hockey tout court, mais dans le junior, l'avantage numérique, c'est tellement important. Honnêtement, les équipes championnes, tu les reconnais pas mal par leurs unités spéciales. L'avantage numérique fait partie de ça. Puis les jeunes sont bien outillés. Des fois, peut-être on sous-estime à quel point ces jeunes-là sont bien coachés, sont outillés, ils reçoivent des séquences vidéo sur leur cellulaire. On repousse ça très loin, puis c'est calqué vraiment sur ce qui se passe dans la Ligue nationale puis dans les rangs professionnels. J'ai hâte de voir le pointage après 3 segments du Alors, quiz. on rappelle bien sûr le moins 1 de Michael, malheureusement, mais tout de même, il est rendu à 2 bonnes réponses et ça s'est corsé dans une lutte pour le dernier segment dans un instant. Vez, 6 bonnes réponses. Jérôme, 7 bonnes réponses. Oh, c'est serré, là. Alors, 7, 6 et 2. On ne sait jamais, des questions à 3 points également au retour, Michael. Tu pourrais effectuer une remontée spectaculaire. Nous voilà de retour, donc, un match serré entre Pierre Vézina et Jérôme Landry. Michael Lalancette qui n'a pas démissionné au loin de là. Et là, ce sera une opportunité de revenir dans le match avec des questions à 3 points sur l'histoire du sport à Québec. Alors, première question à Michael Lalancette. Et non, c'est avec Jérôme, pardon. Je ne veux pas rompre l'ordre établi. Alors, allons-y. En 16 années dans la LNH, combien de fois les Nordiques ont-ils pris part aux séries d'après-saison? A, 14, B, 11, C, 9 ou D, 6? Sur 16, 9. C'est une bonne réponse. Wow. Intéressant. Il calculait. Oui. Ouais, écoute, sur 16, ils ont manqué 5 années de suite en partant, là, entre 88 et 93. Oui, 9 fois. Les Nordiques ont pris part aux séries, dont 7 années consécutives de 80 à 87. Ils les avaient ratées 6 de leurs 8 dernières années à Québec. Oui. Avec 9 participations, Michael, donc c'est 3 points, Jérôme. Ça fait mal à la compétition. Ils sont capables. J'essayais d'en choisir une difficile. Avec 9 participations, Michael, aux séries en 16 ans, donc suite exactement de la question précédente, je te demande combien de saisons les Nordiques ont-ils accumulé plus de victoires que de défaites? Ou en d'autres mots, combien de fois ont-ils joué pour une moyenne supérieure à 500? A, 9, B, 7, C, 6 ou D, 5? 7. C'était pas facile, celle-là. C'est quasiment une devinette, là, à moins d'avoir étudié l'histoire. Mauvaise réponse. Droit de réplique, mais pas pour 3 points, pour 1 point. Vez ou Jérôme?
Donc, combien de fois ont-ils joué pour 500 ou plus? Sur les 16 ans? Sur les 16 ans. Ben, je veux dire 9. Le nombre de fois qu'ils ont fait les séries. Ouais. Et c'est là le piège de la question. C'est une mauvaise réponse. Jérôme, Steve Schott. 8. Alors, notre premier blanchissage pour une question. On les a eu, Kevin. Yes! Enfin! Je travaille pas pour rien. Elle était pas facile. Ça veut dire que tu faisais une série sans jouer pour 500 là-dedans? Oui, monsieur. 6 fois. Écoute le détail. 6 fois qui était la bonne réponse, bien qu'ils aient pris part aux séries 9 fois. Mais les Nordiques ont enregistré seulement 7 saisons, 500 ou plus en 16 ans dans la LNH, dont une de ces saisons exactement de 500 en 82-83 avec 34 victoires, 34 défaites et 12 nuls. Des nuls. Oh oui, il y avait beaucoup de matchs nuls dans le temps. Il y avait 16 équipes sur 21 En plus, qui faisaient des séries. fait qu'il n'y en avait pas bien division. qui manquait. C'était 4 sur 5 dans la division Adams à l'époque. Fait que- Votre plus beau souvenir des Nordiques, Ah oui. Pierre? Eh boy, sacrifice, c'est long l'histoire des Nordiques. Pas le but d'Alain Côté. Non. Peut-être Cliché, ça. la première fois qu'ils sont allés en finale, en demi-finale ou en finale d'association, c'était contre les Islanders, si je ne me trompe Les pas. Islanders, Une en des 82. En 82, ouais. Ouais. Je pense que 2 c'est- fois en finale de conférence dans leur Ouais. histoire, Contre dont les une fois contre les Islanders. Flyers. 85. C'est ça. Mais je pense que la première fois contre les Islanders, il y avait une folie en ville. Tu sais, les Nordiques étaient dans les 4 meilleures équipes de la Ligue, là. Mm-hmm. Tu sais, c'était quelque chose. Puis c'était vraiment gros. Michael, Vraiment je vais élargir le spectre parce que tu es quand même tout jeune. Oui, ben j'avais 10 ans quand ils sont déménagés. Donc, Alors, j'ai- tu sais, le plus beau moment de hockey, de couverture hockey que tu as vécu à Québec, tiens. À Québec, le dernier match du Colisée, c'était quand même spécial. Puis le premier match du Centre Vidéotron, veut pas une fermeture de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Vite comme ça. Coupe Memorial. Coupe Memorial. non. Mais les Remparts n'avaient pas eu des super parcours. Fait que c'est vraiment la fermeture. Parce que puis- la fermeture, c'est la Coupe Memorial de 2015. C'est ça, le dernier match, Ok. la conquête de Michael McCarron avec Oshawa contre Kelowna en prolongation. Quand même, tu sais, il y avait quelque chose d'un petit peu dramatique. Puis je m'en veux parce que plusieurs collègues avaient amené leurs patins puis ils ont patiné après la game. Es-tu sérieux? j'avais Oui, été invité, puis moi, j'avais pas le temps. Je travaillais, Il y avait un moi. article écrit. Travailleur infatigable. Je Exact, l'avais on dit, était à Jérôme. la télé, puis j'avais pas Écoute, le je temps. me souviens de la date, c'est le 16 avril 1987. J'étais avec mon regretté père assis dans les mezzanines du Colisée. J'ai vu de mes yeux le but de Peter Stachny contre les Whalers d'Hartford. Tout le monde était habillé en blanc. Oui. Le but gagnant, demi-finale de la division Adams, 6e match. Les Nordiques perdaient 4-1. Ils ont remonté, ils ont mis ça 4-4 et 5-4. Peter a déjoué Mike Liut. C'est de loin. Pourquoi je suis un maniaque des Nordiques? Aujourd'hui, Mario, j'ai d'autres souvenirs, mais c'est à cause de ça. Ça m'a tellement marqué que 40 ans plus tard, je suis oui. encore ému Ben de te oui. parler de ce but-là. Tu sais. Je comprends. C'est fort, les émotions. Ouais, hein? vraiment. C'est vraiment fort. Vraiment, ouais. OK, alors on poursuit, les gars. On avance. Est-ce qu'on... Une autre question avant... Question individuelle. Pierre, tu n'as pas eu ta question Oui. individuelle. Alors, la voici. Michel Bergeron est celui qui, de loin, a dirigé les Nordiques le plus longtemps avec un total de 634 matchs en saison régulière, dont 265 victoires. Quel a été le plus court séjour d'un entraîneur derrière le banc des Nordiques, outre celui de 6 parties de Maurice Filion à titre intérimaire? A. Jean Perron. B. Ron Lapointe. D. André Savard. Ou D. Jacques Demers. Pour 3 points, Pierre. Tu peux pas l'échapper, celle-là, sinon Jérôme s'en va en échapper pour la victoire. Ça se peut, je ramasse le retour aussi. Kevin, tu lui donnes-tu les indices en dessous de la Non, couverte? Ron Lapointe. Mauvaise réponse. Et droit de réplique. Pour 3 points, c'est Michael et pour 1, c'est Jérôme. Vas-y, Mick. Je le sais, honnêtement, je vais dire André Savard. C'est une bonne bravo. réponse. Oh! J'hésitais. Ouais, nommé coach des Nordiques en relève de Michel Bergeron, André Savard n'a jamais vraiment eu la chance de prendre son envol puisque Maurice Filion l'a remercié après seulement 24 parties en novembre 87. Il avait alors une fiche de 10 victoires, 13 défaites et une nulle. Aucun de ses successeurs n'a fait mieux que lui en pourcentage de victoires-défaites jusqu'à l'arrivée de Pierre Pagé en 1994 qui comptait sur de bien meilleurs joueurs. Maintenant, on revient à la méthode traditionnelle, celui qui répondra le plus vite après les choix de réponse, bien sûr. Et on va aller pour 2 points. Nouveau règlement, Kevin. Dans l'histoire des 16 ans des Nordiques dans la Ligue nationale, un entraîneur a été nommé coach de l'année et ainsi gagné le trophée Jack Adams. Qui est ce coach? A. Mark Crawford. B. Pierre Pagé. C. Jacques Demers. Ou D. Michel Bergeron. Oh, Vez. Mark Crawford. Bonne réponse.
Oui, venant en relève Pierre Pagé, dont le club a manqué les séries en 93-94. Mark Crawford a mérité le Jack Adams en 94-95, une saison écourtée à 48 matchs en raison d'un conflit de travail. Toujours pour 2 points. Contre quelle équipe, en 1995, des dernières séries des Nordiques comme représentants de Québec, contre quelle équipe ont-ils été éliminés au premier tour pour la dernière fois de leur histoire? A, les Rangers B, les Flyers, C, les Sabres ou D, les Canadiens? Jérôme. Les Rangers de New York. C'est une bonne réponse. Ouais, J'étais là. J'étais là. Oui. À New York? À New York. Ouais. À New York? J'ai fait les 2 voyages. Comme fan ou tu couvrais l'événement? Je couvrais l'événement. Avec le but refusé à Joe Sakic par Andy Van Elleman. À cause de Alex Kovalev. Oui, monsieur. Ah oui? Oui. Oui, il avait feint une blessure. C'est pire que le but d'un côté, je pense. Ça. Oui. C'est pour vrai, là. Ah, puis, Comme quoi, le mauvais sens s'est acharné. Ouais. Et tu n'étais pas conscient à ce moment-là que tu couvrais le dernier match des Nordiques. Ça se parlait. Oui? Oui, ça se parlait. Tu sentais ça Quand on venir? est revenu dans l'avion avec l'équipe après le match, certains joueurs francophones venaient nous voir pour savoir si on avait eu des nouvelles, parce qu'il y avait des tractations entre le gouvernement et les Nordiques, Marcel Aubu, des offres, des contre-offres, puis tout ça. Ça fait que on sentait que l'eau était... On sentait l'eau chaude, comme disait La marche Jean-Pierre. bleue, c'est après ça ou avant ça? Ah, c'est bien après ça. La marche Ben, bleue, après ça fait 14 ans, cette semaine, en début de semaine, ça fait déjà 14 ans, la marche bleue. Et le pointage final, Kevin? Ça c'est quand même, ça a été serré pendant un bon moment, mais avec les questions de +2, +3, il y a quand même eu un écart entre nos 3 participants. Donc, en 3e position, quand même belle performance avec ce +3 à la fin. Michael avec 5 points. En 2e position, roulement de tambour avec un +2 points. Vez avec 8 points. Et finalement, avec pas mal de bonnes réponses aussi, Jérôme en première position avec un solide 12 points. Hey, bravo, les gars. Bravo. Le Bravo, grand les gars, c'était le champion fun. du quiz. Bravo. Mais vous êtes tous des grands champions et merci d'avoir participé à l'exercice. Faut faire ça, Mario, l'année prochaine. Faut que tu nous Ouais. réinvites. Là. Ben, écoute, je Ou pense avant que l'année prochaine. ça va devenir un pèlerinage. Il y a Compostelle. Ben, Oui. je trouve ça bien plus agréable et bien moins forçant. Quoi qu'il y ait d'ouvrage derrière ça, là, on ne le banalise jamais. Mais Michael, merci. Bon succès avec le livre sur Jean-Claude Tremblay. Vez, toujours un grand plaisir, mon cher. partagé. On va se reparler bientôt Ben en oui. ondes, bien Ben sûr. oui. Jérôme, merci beaucoup de On l'accueil. t'écoute, Mario. On continue de t'écouter. Merci beaucoup.